Amis investisseurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement important et intéressant, savoir se fixer des objectifs. Alors surtout des objectifs réalistes et des objectifs atteignables, parce que si vous fixez des objectifs impossible à atteindre, c'est pas la peine, hein, vraiment pas la peine. Alors je vais vous dévoiler ici mon expérience, mes réussites, mes échecs, en espérant pouvoir vous aider à piloter, déplacer, modeler vos objectifs en fonction des aléas de la vie. Et des décisions aussi que vous allez devoir prendre tout au long de votre vie afin de vous permettre de vous fixer en quelque sorte un plan de route qui vous permettra d'arriver à destination vivant, hein, si possible, et le plus vite possible. Alors c'est pas chose facile, hein, et pour ça il faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors voyons un petit peu tout ça en détail. Alors les amis, on va commencer par quel est mon objectif en 2023. Alors j'en ai plusieurs, mais on va dire que graphiquement, en fonction de ce que je souhaiterais, c'est déjà dans un premier temps arriver à ce petit seuil psychologique de 1 million, là, qui est juste ici. On est à portée, hein. On se dit que voilà, 1 million, ça serait pas mal. Et ben c'est pas toujours facile d'atteindre ces objectifs, même si on est des fois très très proche. Comme vous le voyez, j'ai une tendance à avoir quand même une valorisation un petit peu erratique, et on voit que durant toute ma vie pratiquement, et surtout sur cette période-là, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment j'ai géré ces situations. Alors, on voit que quand on arrive, si on trace un trend ici, le voilà tracé, on voit que sur ce trend, chaque fois que je m'en approche ou que je le touche, eh bien j'ai une mauvaise période qui arrive ensuite. Donc on est en général sur des plus hauts que je ne suis pas en capacité d'atteindre, hein. J'ai donc une trajectoire et je dois, avec ma façon de travailler, faire avec. On voit que ce million, hein, si je l'atteins cette année, peu ou prou, hein, un peu plus, un peu moins, je serai sur ce haut de trend, donc il va falloir que je me méfie. Ça, c'est une première analyse que chacun doit faire. Faire un graphique de l'évolution de son patrimoine de façon à pouvoir s'étudier. C'est très important de pouvoir s'étudier soi-même. Et pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé tout au long de ma vie, de façon à ce que vous puissiez peut-être éviter de faire les mêmes erreurs que moi. On fait toujours des erreurs, j'en ai eu mon lot, vous aurez le vôtre, mais si à l'époque, moi j'avais eu des gens sur YouTube en 1980 et plus même, m'expliquer de ne pas faire ces erreurs, je ne les aurais pas faites. Aujourd'hui, j'aurais certainement beaucoup plus de capital. J'ai dû apprendre, hein, moi quand je suis parti de zéro en 1980, je suis parti de zéro et j'ai dû apprendre de mes erreurs. Et ça, le but de ma chaîne, hein, YouTube PowerTrade, c'est surtout d'abord et avant tout de vous éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi à une certaine époque. Alors étudions un petit peu ce parcours. On voit que en 1980 jusqu'à on va dire 1990, moi j'étais plutôt dans l'immobilier et avec un petit peu de bourse, mais on va dire relativement peu de bourse, puisque je commençais ma vie, j'ai pas beaucoup d'argent, je ne pouvais pas investir énormément d'argent en bourse, et la solution de facilité, c'était d'abord et avant tout de commencer à investir dans l'immobilier, puisque il y avait la possibilité de prendre des crédits bancaires. Ce que j'ai fait,
Ensuite, donc une des premières erreurs aussi que j'ai pu faire, c'est d'avoir écouté mon entourage, et notamment ma famille, mes parents, tous ces gens qui ne voulaient que mon bien, et qui m'ont persuadé que de rentrer à la SNCF en tant que fonctionnaire serait la meilleure chose pour moi, alors que j'avais un esprit d'entrepreneur. Donc en fait, j'ai pas été tout de suite orienté vers ce dont pourquoi j'étais fait. Et bon, ceci dit, moi, la SNCF a été un tiroir-caisse, hein, ça m'a permis de mettre de l'argent à côté, d'investir, etc. Mais effectivement, j'y ai perdu beaucoup de temps. Deuxième chose que moi, je pense avoir faite comme erreur, c'est justement d'investir dans l'immobilier, et dans l'immobilier à crédit, certes, pour me loger notamment, où j'ai donc dû mettre beaucoup d'argent dans cette période-là, pour pouvoir me loger, alors que cet argent, j'aurais pu l'employer pour monter une boîte, une société, etc. Alors qu'à cette époque-là, dans les années 80, il suffisait de tout simplement, je sais pas moi, d'ouvrir un café-bar, un café-restaurant ou n'importe quoi. Vous achetiez n'importe quel commerce, vous faisiez n'importe quel business, il suffisait d'être sérieux et vous gagniez à cette époque-là beaucoup d'argent, ce que je n'ai pas fait. Mais ça, c'était une époque. Aujourd'hui, l'époque est encore différente, mais on est en train d'analyser mes erreurs. Ensuite, dans les années 90, j'ai beaucoup investi dans cette période où on voit que ça commence à monter assez sérieusement, dans l'immobilier à crédit, mais au sein d'une SCI où justement j'avais dans les années 90, un concept assez particulier où les gens qui rentraient dans ma SCI à capital variable, qui existe toujours, bénéficiaient, fonction de l'argent qu'ils mettaient au sein de la SCI, d'un avantage considérable, c'était de pouvoir avoir une baisse de loyer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était en francs. En francs, la personne qui mettait 10 000 francs avait 100 € de moins de loyer. Alors l'avantage pour cette personne qui mettait 10 000 francs, c'est qu'elle touchait des dividendes par rapport à son investissement, qui allait se déduire finalement de son loyer, et que son loyer qui se déduisait de son... Enfin, la déduction de loyer qui se déduisait aussi de son loyer, finalement était de 12%, puisque pour 10 000 €, ils avaient 10 000 francs, pardon, pour 10 000 francs, ils avaient 100 francs de réduction de loyer, ce qui faisait 12% finalement, et net d'impôt, puisque c'était une déduction de loyer, donc non imposable. Donc, la plupart des locataires étant super heureux d'être dans Formosa Investissement, ma société d'investissement de l'époque, le bouche à oreille a fait qu'on a explosé. Ensuite, fort de toute cette réussite, j'ai quitté moi la SNCF en 1992 suite à un accident de parcours, puisque j'ai perdu quelqu'un. Et j'ai dû me remettre en question et j'ai souhaité démissionner de la SNCF, complètement faire autre chose. Et puis là, sur les années 92-95, j'ai cartonné, puisque j'ai été en salle de marché, j'ai travaillé sur les marchés dérivés, j'ai appris à trader en fait, j'étais trader en compte propre, j'ai cartonné, mais à cette époque-là, j'ai énormément dépensé. Effectivement, je gagnais beaucoup, je gagnais très très bien ma vie, mais de l'autre côté, je dépensais beaucoup. Et à un moment donné, le problème des marchés financiers aussi, c'est que quand on croit être très très fort, on baisse la garde. Et puis j'ai eu une bonne année et demie où j'ai fait que des pertes et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, tout simplement, c'était dans les années 90-92, c'était la fin de des marchés à la criée se préparait le passage à l'euro, tout ça. Il y a eu tout un tas j'ai pu souvenir des dates exactes, mais les banques ont commencé à développer des algorithmes. Et moi, je travaillais déjà avec des algorithmes, sauf que c'était des trucs assez, on va dire, primaires. Hein. C'était assez archaïque ce que je faisais à l'époque, mais c'était très très suffisant puisque ça nous permettait de gagner beaucoup d'argent par rapport aux gens qui étaient à la criée. Maintenant,
ces algorithmes bancaires étaient beaucoup plus performants que les miens, je dirais que les nôtres, hein, puisqu'on était quelques copains à avoir développé ça. Le truc, c'est que on a perdu beaucoup d'argent et on ne comprenait pas pourquoi. Tout simplement parce que les banquiers avaient trouvé meilleur martingale que nous, va-t-on dire. Et puis je me suis repris, j'ai arrêté un petit peu de faire le con, hein, je dirais, sur les marchés dérivés, et je me suis remis sur les marchés actions, et je me suis remis de temps en temps sur les dérivés, mais avec un peu plus d'expérience et puis surtout des sommes beaucoup plus modiques, hein, puisqu'il y a eu cette époque où j'ai perdu pas mal d'argent. En fait, j'ai reperdu une grosse partie de l'argent, pratiquement l'intégralité de l'argent que j'avais gagné. Heureusement que j'en ai dépensé un peu plus que la moitié. Puis ensuite, effectivement, les marchés m'ont permis de gagner beaucoup, et surtout la société que j'avais créée. Parallèlement, l'immobilier montait énormément, alors que moi j'ai acheté si vous regardez les graphiques de l'immobilier, sur une période où j'achetais tous les mois un studio à Paris, et effectivement les prix étaient aux alentours de moins de 2000 euros le mètre carré. Et là, moi j'ai commencé à donc me développer avec énormément de patrimoine immobilier. Et puis est venue la crise de 2008, où j'ai commencé à vendre un petit peu de l'immobilier à des prix très très hauts, hein, finalement, puisque j'étais sur, je ne sais même plus les prix, mais on devait être sur 7000 euros, 8000 euros, 7000 euros, 8000 euros le mètre carré. Et puis ensuite est venue la crise de 2008. Alors non seulement on était en crise sur 2008, mais j'avais accumulé pas mal d'actions qui s'appelaient France Télécom à l'époque. Je me rappelle, j'avais pratiquement l'intégralité de mon capital en actions qui était sur ce titre. J'avais une grosse ligne, j'avais beaucoup bourré sur ce titre, et ce titre n'a fait que baisser durant cette période. Et donc pendant toute cette période de baisse, à chaque palier, j'ai continué d'en acheter. Et finalement, je suis ressorti extrêmement gagnant sur, je sais plus, mais à peu près sur cette zone-là. Si on regarde le graphe, on va aller chercher le graphe de justement France Télécom à l'époque. Sur zone bourse, on ne trouve pas, hein, sur une période aussi longue. Et vous voyez là, ce que je vous explique, c'est moi ce que j'ai vécu ici sur France Télécom. Donc ça a baissé, ça baissait, et moi je croyais beaucoup en France Télécom parce que je pensais qu'ils allaient faire quelque chose genre Orange Bank, mais très très tôt. Je pensais qu'ils allaient faire ça et surprendre tout le monde et prendre des parts de marché sur les banques et faire en fait en quelque sorte la première banque en ligne française. Eh bien que nini, France Télécom, Orange aujourd'hui n'a rien fait du tout. Et donc effectivement, quand on est arrivé sur ces cours-là pratiquement au plus haut, moi comme j'avais acheté aussi beaucoup plus bas, j'étais dans mes cours avec même un bénéfice assez substantiel. Je peux vous dire que j'ai dégagé de cette société qui m'avait vraiment déçu. Et c'est pour ça que souvent, la dernière fois où j'ai investi dans Orange, j'avais dit, bien que on ne baise jamais deux fois la même pute, j'allais remettre un petit billet sur Orange. Et je d'ailleurs n'en suis pas resté très très longtemps, parce qu'il y a un petit proverbe en bourse, un dicton qui dit qu'on ne baise jamais deux fois la même pute. Donc voilà, juste un petit aparté sur France Télécom. Donc vous voyez là, quand on arrive sur les... J'ai plus les dates, hein, mais environ sur les de 2010-2012, ce qu'on vient de voir sur France Télécom, eh bien je m'en sors de cette période-là. Mais elle a duré, je sais pas, elle a dû durer 2 ans et demi, un truc comme ça. Ça a été hyper long, 3 ans peut-être. J'ai morflé pendant cette longue période de 3 ans. Vous savez, quand c'est la tempête et que vous êtes certain de vous en sortir vivant, gagnant, ce qu'il faut faire quand vous êtes dans un voilier, vous baissez les voiles, vous descendez en fond de cale et vous attendez que la tempête passe. Et là, la tempête passant, vous, ça y est, vous pouvez ressortir les voiles et vous continuez à naviguer. C'est un petit peu ce qu'il faut faire quand on a des objectifs, c'est se fixer effectivement
des objectifs atteignables, et quand on ne peut pas les atteindre, parfois il faut reculer pour mieux sauter, ou il faut tout simplement attendre, continuer à faire de la DCA sur un titre, ce que j'avais fait sur France Télécom. Mais n'oubliez pas, dans toute cette période-là, on a eu aussi le passage à l'euro. Ce que je voulais vous dire sur l'histoire de l'objectif d'1 million, c'est que moi, à un moment donné, j'avais 1 million de francs. J'avais 1 million de francs. Mais ce million de francs, il s'est transformé en 150 000 euros. Vous voyez que aujourd'hui, 150 000 euros, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est toujours 150 000 euros, mais c'est loin du million. Vous n'êtes pas millionnaire. Donc, ne croyez pas que parce que à une certaine époque, vous avez 1 million, vous dire j'arrête de travailler, la vie est belle, je suis riche, j'aurais pu me dire ça. Et d'ailleurs, même avant le million, j'avais comme objectif d'avoir 100 000 francs et de partir en Asie et de vivre avec mes 100 000 francs. Donc imaginez, si j'avais fait ça aujourd'hui, je serais SDF. Ayez des objectifs raisonnables, parce que si vous n'avez pas encore vécu l'inflation, si vous n'avez pas vécu le passage à l'euro, si vous n'avez pas vécu une période comme celle-ci qui a duré environ 3 ans, où vous êtes à la ramasse parce que les titres sur lesquels vous avez investi ne performent pas, si vous avez des besoins d'argent, si vous tombez malade, si ceci, si cela, et que vous avez quitté votre emploi et que vous n'êtes plus à la sécurité sociale, vous êtes dans une situation extrêmement périlleuse. Donc ne vous mettez pas dans une situation inconfortable comme ça, prématurément. Prenez le temps de faire les investissements qu'il faut et n'allez pas plus vite que la musique. Là, vous avez eu ici une période dont je me rappelle même plus ce qui s'était passé, mais vous savez, quand on vit, quand on regarde le graphique là, ici, et qu'on voit qu'on est parti d'ici puis qu'on est là, on se dit waouh, ouais, c'est super. Mais quand on est là, ici, au creux de la vague, mais on n'a pas encore cette vision de tout ce qui s'est passé après. Et quand vous êtes là au creux de la vague, vous posez 1000 questions, vous vous dites je vais pas bien, je fais pas ce qu'il faut que je change de logiciel, il faut pas que je fasse comme ci, je vais changer les choses, et surtout pas. Si vous avez quelque chose qui a marché jusque-là, remettez-vous en question, certes, mais par exemple là, ne pas mettre d'argent sur, ou très peu d'argent sur des sociétés qui sont dirigées par l'État, ce qui était le cas d'EDF, de France Télécom, de plein de boîtes qui donc sont mal dirigées, parce que l'État dirige mal, l'État ne sait pas diriger, l'État ne sait pas manager. Une entreprise comme France Télécom, comme Orange aujourd'hui, elle ne sait pas manager EDF, donnez-moi le nom d'une boîte qui est bien managée par l'État, et je vous dirai quand elle coulera, parce que voilà, l'histoire veut ça, tout simplement. Donc il suffit d'observer les choses, hein. Moi je suis pas foncièrement contre l'État, mais il suffit d'observer les résultats des choses. J'aimerais vous montrer aussi ce pic là, que vous voyez, où il y a une très très forte descente. Imaginez qu'ici, sur cette descente là, j'ai perdu 200 000 euros. Ici, mon patrimoine, il a fondu de 200 000 euros. Et je vais vous dire quelle était cette jolie période. Ici, c'était la période où, pendant le Covid, le pétrole avait valu 0. Vous voyez ? Et là, moi, j'ai dû couper d'urgence toutes mes pauses totales parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'avais des doutes, hein. En fait je comprenais ce qui se passait, mais j'avais des gros doutes sur ma stratégie, sur le pétrole, et on voyait les cuves de pétrole déborder et plus personne n'en achetait, et le pétrole a valu 0, même il a coté en dessous de 0. Il y a des gens qui donnaient de l'argent pour qu'on vienne chercher leur pétrole. C'était la folie. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous comprenez plus
que les choses vont plus et que c'est pas normal et que vous avez jamais vu ça, etc. Contrairement à la période France Télécom où je comprenais très bien ce qui se passait, pardon. Ici, j'ai jeté les gants, j'ai coupé ma pause et j'ai dû me remettre sur Total à prix plus cher. Donc j'ai perdu de l'argent. À ce moment-là, j'ai perdu beaucoup d'argent puisque j'ai perdu 200 000 euros. Mais où est le problème ? Je pense que j'ai bien fait, parce que j'aurais pu, si j'avais gardé ma pause, me retrouver, qui sait, si le Covid avait tué les 3/4 de la population mondiale, si, j'en sais rien, mais quand on ne sait pas, on coupe. C'est très très important de vous fixer des limites. Je pense que cette limite que j'avais fixée là était malheureusement juste au moment où les marchés ont rebondi très peu derrière, mais c'était très sage par rapport à tout mon parcours de couper ici pour pas me retrouver plus bas que ce point-là où j'avais dû, je pense, si je me rappelle, avoir dû déconner sur les marchés dérivés encore un petit peu une fois. Donc, en gros, si vous regardez maintenant, vous voyez que j'ai tout simplement retrouvé des cours bien plus agréables qu'à la période où, on va dire, j'ai eu un petit peu chaud à la tête. Et puis ceci dit, moi je me suis jamais inquiété plus que ça. Bien sûr que j'ai jamais été content de voir mon portefeuille fondre de 200 000 euros, mais j'ai pas perdu confiance en moi pour autant. Vous voyez, l'expérience, ça aide. Donc forgez-vous une expérience. Ici, c'est pareil, on a eu aussi une forte baisse du cours de Total. Ici, on a perdu quand même pas mal d'argent, où les marchés avaient dévissé aussi, Total avait beaucoup baissé, et puis donc moi j'avais quelques liquidités. Regardez mes vidéos, de ce que j'ai pu faire pour qu'aujourd'hui nous sommes à un patrimoine qui est au plus haut de ce que j'ai jamais été, et effectivement maintenant mon objectif de 1 million d'euros, je peux vous le dévoiler, je l'avais même quand on était au plus bas ici. Je dirais même que cet objectif, je l'ai depuis longtemps, mais aujourd'hui, il est vraiment atteignable, cet objectif. C'est surtout ça que je voulais vous essayer de vous inculquer, c'est d'avoir des objectifs atteignables et de ne pas oublier que demain, vous aurez, si vous faites un graphique comme ça, des hauts et des bas, et qu'il faut accepter ces hauts et ces bas, et surtout il faut capitaliser. Moi je vous garantis que moi dans cette période-là, j'ai beaucoup épargné. On ne naît pas riche forcément, moi c'était pas mon cas, moi je suis parti de 0,0. Donc à partir du moment où vous épargnez, et épargner c'est la première des choses à faire quand on rentre dans la vie active, il faut épargner, il faut construire, et surtout il faut travailler et travailler dur. Si vous ne gagnez pas assez, pourquoi pas cumuler un deuxième emploi, et pourquoi pas créer, comme je l'ai fait aussi, une SCI, pourquoi pas faire tout un tas de choses qui vous permettront à un moment donné de pouvoir démissionner comme j'ai pu le faire dans les années 92 de la SNCF et de me lancer sur mes activités en compte propre. Alors les amis, je vous ai parlé un petit peu de mes objectifs, et pour atteindre ces objectifs, il faut des stratégies. Là, par exemple, hier, nous avons eu des chiffres concernant L'Oréal, des chiffres qui étaient absolument magnifiques. L'Oréal augmente son dividende, et je vois qu'aujourd'hui, comme d'habitude, quand il y a des bonnes nouvelles, eh bien, les titres baissent. C'est quelque chose des fois qu'on peut avoir du mal à comprendre. Eh bien, comprenez que moi je suis d'un genre contrarien, et donc nous avons acheté 7 actions pour compléter notre ligne que nous avions achetée aussi à bon compte il y a peu de temps, et cette fois-ci nous les avons payés 369,40 €, ce qui est très bien. On pourra essayer d'en avoir encore à acheter pour compléter cette ligne si possible à meilleur cours, mais on verra ça. Nous sommes vendredi les amis, j'ai pas envie de passer la journée derrière les écrans, donc nous allons nous contenter de ce petit achat d'actions L'Oréal, ce qui porte notre ligne à 10 actions L'Oréal, et L'Oréal pèse ainsi 0,46%
de nos allocations d'actifs. Donc ça déduit d'autant nos espèces, moins les frais, etc. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Total remonte bien, c'est parfait, puisqu'on est au-dessus de 59 euros. J'avais presque envie de racheter une centaine de, disons 98 titres, l'histoire de monter à 8200 titres, puisque en fait on a un magnifique signal d'achat pour ceux qui sont pas encore sur le titre, mais je suis quand même assez chargé sur Total, et le signal d'achat qu'on a avec le système de trading que j'utilise, les algorithmes que j'utilise, me demande une confirmation sur la bougie du lendemain. Donc faut que la flèche qui s'affiche au moment du signal d'achat, il faut qu'elle ne disparaisse pas la séance suivante, et donc on verra peut-être lundi pour peut-être compléter cette ligne totale à 8200 titres, mais c'est même pas certain. Ce qu'on voit, c'est que Taiwan Semiconductor est aujourd'hui notre deuxième ligne, puisque Bouygues était un court instant passé deuxième valeur de notre portefeuille. Et ce que je voulais vous dire en termes de stratégie, c'est que vous pouvez diversifier les enfants. C'est très important de diversifier. Vous voyez qu'on a, je sais même plus, au moins 32 valeurs ou quelque chose du genre en portefeuille. Mais vous voyez que l'important, ça reste toutes les valeurs qui sont jusqu'ici, qui pèsent plus ou pratiquement 1%. Vous voyez, je vais vous les mettre en rouge pour que vous les ayez bien en tête. C'est avec ça que, si vous voulez, ma stratégie se fait. C'est pas avec tout le reste. C'est pas avec des lignes qui représentent 0,17% ou même, quand bien même, 0,30% de votre portefeuille que vous allez faire votre pourcentage que vous souhaitez faire annuellement. Moi, je me fixe toujours 20%, puisque Warren Buffett peut les faire. Je vois pas pourquoi je les ferais pas. Et d'ailleurs, je les fais dans la plupart des années. Je dépasse même. Mais Warren Buffett aussi, il dépasse. C'est une moyenne, tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu, dans le portefeuille que je vous montre, je fais plus de 20%, certes, mais avec des actifs immobiliers, avec des choses qui ont été faites ici ou là pendant tout un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous montre, ce portefeuille-là, il n'a rien à voir avec le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'ensemble de mon patrimoine. Là, vous voyez, vous avez l'ensemble des actions en portefeuille. Donc, c'est deux choses différentes. Et arriver à faire 20% simplement en bourse sans autre chose, c'est beaucoup plus dur. Mais surtout si on diversifie, ce que je fais, comme vous pouvez le voir, on diversifie dans le portefeuille de PowerTrade. Il y a une relativement grosse diversification. Par contre, on est très très investi sur les titres qui sont en rouge, les titres sur lesquels on a une grosse conviction, les titres sur lesquels on croit. Et moi, je crois beaucoup en Total Energy, je crois énormément en Taiwan Semiconductor, Bouygues, Michelin, ASML, Air Liquide, Petrobras, Microsoft, Coca-Cola, SEB, DNOASA, ainsi que le SP500 et Tesla sont pour moi des investissements, comment les déterminer, des investissements quasiment père de famille, quoi. Ce sont des titres sur lesquels je suis certain que je ne vais pas me retrouver à zéro, je ne vais pas me retrouver à poil sur Coca-Cola ou Microsoft, ni Total, ni Bouygues et Michelin. C'est donc des titres qui sont en fait les pierres angulaires de nos investissements. Ensuite, le reste n'empêche que je ne parle pas des cryptos, parce que ça c'est quand même quelque chose de beaucoup plus aléatoire, mais Kaufman, Veolia, Kimley, Engie sont des boîtes magnifiques sur lesquelles on peut quand même investir. Je serais peut-être plus prudent sur Kaufman, puisque c'est quand même une société beaucoup moins grosse et donc moins solide.
Mais Kimberley, vous connaissez pas, mais c'est une société qui est cotée à Singapour. C'est une super boîte qui verse un dividende trimestriel aussi. Donc moi, même sur ces boîtes-là, et on rajoute L'Oréal, Excel, Alphabet, Tiberidge, même si j'ai peu d'argent investi sur ces boîtes jusqu'à Tiberidge, Realty Income et Nomura Holding, jusque-là, j'ai aucun risque dans ma tête. Hein. Je suis confortable, on va dire. Hein. Je ne suis pas à ne pas pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Après, on a des valeurs qui, après, peu importe ce qui arrive sur ces valeurs, ça ne changera pas trop le résultat ici. Vous voyez, Thermador, c'est une très très bonne boîte. KHC, c'est une boîte que je connais pas plus que ça, mais qui avait des bons fondamentaux et qui verse un bon dividende aussi. Et je voulais aussi avoir de l'argent investi au Japon ainsi qu'à Singapour pour diversification, pas seulement diversifier aux États-Unis. Maintenant, j'ai investi vraiment très peu sur un tracker indien. Vous avez Toyota, franchement Toyota, quel risque je prends à investir dans Toyota. Amundi, c'est Asia, c'est un tracker sur l'Asie. J'avais pris ça parce que je voulais avoir un petit peu d'argent investi, surtout en Corée et puis un petit peu en Chine, alors que moi j'aime pas trop investir en Chine, c'était un peu pour me forcer. Finalement, c'est un truc que je traîne depuis peut-être 2 ans et ça ne monte pas, donc j'ai bien fait de mettre très peu d'argent là-dessus. Edge Mortgage, j'ai un gros dividende qui tombe là-dessus, et donc le risque il existe, mais il est relativement limité. Et Yoshitsu, c'est quelque chose effectivement de beaucoup plus risqué, mais par contre, si les Chinois peuvent revoyager, eh bien, beaucoup de Chinois vont au Japon, et Yoshitsu a un système magnifique. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Voilà. Donc, ayez un portefeuille équilibré, avec des valeurs sur lesquelles vous croyez beaucoup. C'est ça aussi vos objectifs. Ils seront atteints que si vous en donnez les moyens. Donc bref, les amis, je vais donc terminer sur notre score. Hein. On fait un peu de scoring sur PowerTrade, comme vous le savez, tous les jours, ou pratiquement tous les jours, j'affiche notre résultat, puisqu'on n'a rien à cacher. Ce qu'on souhaite toujours à PowerTrade, c'est vous encourager à investir, à gagner de l'argent et justement à vivre vos rêves en fonction de vos objectifs, parce que derrière tout objectif, il y a toujours un autre objectif. L'objectif de gagner 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est ensuite peut-être de pouvoir vivre au soleil quelque part, ne plus travailler, ou de pouvoir faire tout simplement autre chose. Si vous avez un objectif assez ambitieux, pourquoi pas. Maintenant, vivez aussi. Ne pensez qu'à l'argent, c'est pas non plus un but en soi. Moi, j'ai toujours pour principe de dépenser la moitié de ce que je gagne, minimum. Et ça me permet de très bien vivre comme ça, puisqu'on peut vivre aussi d'une manière frugale. Hein. On n'est pas obligé de s'acheter des Rolex et des voitures Tesla, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On peut investir dans Tesla, mais on n'est pas obligé d'acheter la voiture. Donc, voilà, notre résultat, en tout cas aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est 6,92%. On avait même fait un peu plus de 7% tout à l'heure, mais bon, on a le total qui se redégonfle un peu, c'est tout à fait normal. Il faut accepter les variations de marché. En tout cas, ceci dit, même si on superforme pas le CAC 40 depuis le début de l'année, on l'a fait depuis quelques années, on ne peut pas chaque année superformer le CAC 40. En tout cas, on a tendance à superformer depuis le début de l'année le S&P 500. Donc vous voyez, donc l'un dans l'autre, on n'a pas démérité depuis le début de l'année. Et puis moi, personnellement, je me contente très très bien de mes 51 725 € gagnés depuis le début de l'année. Même si j'en prends que la moitié pour les dépenser, ça me fait toujours un bon petit complément de salaire.
enfin de salaire, plus de salaire maintenant, puisque c'est maintenant une pension de retraite que je touche. Et voyez que si vous aviez investi, j'en reviens encore là, puis j'avais fait un petit coup de gueule il y a quelques jours, si vous aviez investi comme moi, épargné comme moi, durant toute votre vie, eh bien vous gagnez beaucoup plus que ce que vous donne la caisse de retraite, tout simplement. Donc moi, je suis un partisan de la retraite par capitalisation, fonction de ce que je vous montre là. Voilà, j'ai rien inventé. Effectivement, qu'il vaut mieux investir dans des boîtes qui vous crachent du dividende et qui ont de la croissance, parce que le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. Et donc pourquoi ne pas investir dans des sociétés qui gagnent de l'argent? Ça, c'est typiquement français de vouloir ne pas investir dans des sociétés qui gagnent de l'argent, parce que c'est pas bien. Je comprends pas le principe, je comprends pas le fonctionnement de ces gens-là. Et investir effectivement dans des boîtes qui gagnent de l'argent, ça vous permet de pouvoir vivre mieux. Ça vous permet de pouvoir vivre vos rêves. Donc les amis, pour ceux qui ne le font pas encore, faites-le. Je vous souhaite sur ces bonnes paroles une bonne fin de semaine, un bon week-end et à bientôt les amis.